Bienvenue sur Ma Voix, tes livres. Ici, les mots prennent vie. Je vous fais découvrir les plus belles pages de la littérature à travers ma voix. Des histoires qui touchent, émeuvent et font réfléchir. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et laissez-vous porter par la magie de la lecture partagée. Parce que les livres méritent d'être entendus. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la lecture de la première partie du roman « Une si longue lettre » de Mariama Abba, une œuvre incontournable de la littérature africaine. Une si longue lettre. Une si longue lettre est une œuvre majeure pour ce qu'elle dit de la condition des femmes. Au cœur de ce roman, la lettre qu'une d'elles, Ramatoulaye, adresse à sa meilleure amie pendant la réclusion traditionnelle qui suit son veuvage. Elle y évoque leurs souvenirs heureux d'étudiantes impatientes de changer le monde et cet espoir suscité par les indépendances. Mais elle rappelle aussi les mariages forcés, l'absence de droits des femmes. Et tandis que sa belle famille vient prestement reprendre les affaires du défunt, Ramatoulaye évoque alors avec douleur le jour où son mari prit une seconde épouse, plus jeune, ruinant 25 années de vie commune et d'amour. La Sénégalaise Mariama Abba, la première romancière africaine à décrire avec une telle lumière la place faite aux femmes dans sa société. À Abibatou Niang, femme de vertu et de rigueur qui partage mes émotions, Annette Derneville, femme de tête et de cœur, à toutes les femmes et aux hommes de bonne volonté. Aïssatou, j'ai reçu ton mot. En guise de réponse, j'ouvre ce cahier, point d'appui dans mon désarroi. Notre longue pratique m'a enseigné que la confidence noie la douleur. Ton existence dans ma vie n'est point hasard. Nos grands-mères, dont les concessions étaient séparées par une tapade, échangeaient journellement des messages. Nos mères se disputaient la garde de nos oncles et tantes. Nous avons usé pagne et sandales sur le même chemin caillouteux de l'école coranique. Nous avons enfoui dans le même trou nos dents de lait en implorant Fessouris de nous les restituer plus belles. Si les rêves meurent en traversant les ans et les réalités, je garde intacts mes souvenirs, celles de ma mémoire. Je t'invoque. Le passé renaît avec son cortège d'émotions. Je ferme les yeux. Flux et reflux de sensations, chaleur et éblouissement, les feux de bois, délices dans notre bouche gourmande, la mangue verte pimentée, mordue à tour de rôle. Je ferme les yeux. Flux et reflux d'images, visage ocre de ta mère constellé de gouttelettes de sueur à la sortie de cuisine, procession jacassante des fillettes trempées revenant des fontaines. Le même parcours nous a conduit de l'adolescence à la maturité où le passé féconde le présent. Ami, ami, ami. Je t'appelle 3 fois. Hier, tu as divorcé. Aujourd'hui, je suis veuve. Modou est mort. Comment te raconter? On ne prend pas de rendez-vous avec le destin. Le destin empoigne qui il veut, quand il veut. Dans le sens de vos désirs, il vous apporte la plénitude. Mais le plus souvent, il déséquilibre et heurte. Alors, on subit. J'ai subi le coup de téléphone qui bouleverse ma vie. Un taxi ailé. Vite, plus vite. Ma gorge sèche. Dans ma poitrine, une boule immobile. Vite, plus vite. Enfin, l'hôpital. L'odeur des suppurations et de l'éther mêlé. L'hôpital. Des visages crispés, une escorte larmoyante de gens connus ou inconnus, témoins malgré eux de l'atroce tragédie. Un couloir qui s'étire, qui n'en finit pas de s'étirer. Au bout, une chambre. Dans la chambre, un lit. Sur ce lit, Modou étendu, déjà, isolé du monde des vivants par un drap blanc qui l'enveloppe entièrement. Une main avance, tremblante, et découvre le corps lentement. Dans le désordre d'une chemise bleue à fines rayures, la poitrine apparaît, velue, à jamais tranquille. Ce visage figé dans la douleur et la surprise est bien sien ce front dégarni, cette bouche entr'ouverte. Je veux saisir sa main, mais on m'éloigne. J'entends Maudo, son ami médecin, m'expliquer. Crise cardiaque foudroyante survenue à son bureau alors qu'il dictait une lettre. La secrétaire a eu la présence d'esprit de m'appeler. Maudo redit son arrivée tardive avec l'ambulance. Je pense, le médecin après la mort. Il mime le massage du cœur effectué ainsi que l'inutile bouche à bouche. Je pense encore, massage du cœur bouche à bouche, arme dérisoire contre la volonté divine. J'écoute des mots qui créent autour de moi une atmosphère nouvelle où j'évolue, étrangère et crucifiée. La mort, passage ténu entre deux mondes opposés, l'un tumultueux, l'autre immobile. Où me coucher? Le bel âge a ses exigences de dignité. Je m'accroche à mon chapelet. Je l'égrène avec ardeur en demeurant debout sur des jambes molles.
Mes reins battent la cadence de l'enfantement. Tranche de ma vie jaillit inopinément de ma pensée, versets grandioses du Coran, paroles nobles consolatrices se disputent mon attention. Miracle joyeux de la naissance, miracle ténébreux de la mort. Entre les deux, une vie, un destin, dit Maudoba. Je regarde fixement Maudo. Il me paraît plus grand que de coutume dans sa blouse blanche. Je le trouve maigre. Ses yeux rougis témoignent de 40 années d'amitié. J'apprécie ses mains d'une beauté racée, d'une finesse absolue, mains souples habituées à dépister le mal. Ces mains-là, mues par l'amitié et une science rigoureuse, n'ont pu sauver l'ami. Modou Fall est bien mort, Aïssatou. En atteste le défilé ininterrompu d'hommes et de femmes qui ont appris, les cris et pleurs qui m'entourent. Cette situation d'extrême tension aiguise ma souffrance et persiste jusqu'au lendemain, jour de l'enterrement. Quel fleuve grouillant d'êtres humains accourus de toutes les régions du pays où la radio a porté la nouvelle. Des femmes s'affairent, proches parentes. Elles doivent emporter à l'hôpital pour la toilette mortuaire en sang, eau de Cologne, coton. Sont soigneusement mis dans un panier neuf, les 7 mètres de percale blanche, seul vêtement autorisé à un mort musulman. Le zemzem, eau miraculeuse venue des lieux saints de l'islam, pieusement conservé dans chaque famille, n'est pas oublié. On choisit des pagnes riches et sombres pour recouvrir Modou. Le dos calé par des coussins, les jambes tendues, je suis les allées et venues, la tête recouverte d'un pagne noir. En face de moi, un vent neuf, acheté pour la circonstance, reçoit les premières aumônes. La présence à mes côtés de ma coépouse m'énerve. On l'a installée chez moi, selon la coutume, pour les funérailles. Chaque heure qui passe creuse ses joues plus profondément, cerne davantage ses yeux, des yeux immenses et beaux qui se ferment et s'ouvrent sur leurs secrets, des regrets peut-être. Au temps du rire et de l'insouciance, au temps de l'amour, la tristesse ploie cet enfant. Pendant qu'elles hommes dansent une longue file hétéroclite de voitures officielles ou particulières, de cars rapides, de camionnettes et vélos Solex, conduisent Modou à sa dernière demeure. On parlera longtemps du monde qui suivit le cortège funèbre. Nos belles-sœurs nous décoiffent. Nous sommes installés, ma coépouse et moi, sous une tente occasionnelle faite d'un pagne tendu au-dessus de nos têtes. Pendant que nos belles-sœurs œuvrent, les femmes présentes, prévenues de l'opération, se lèvent et jettent sur la toiture mouvante des piécettes pour conjurer le mauvais sort. C'est le moment redouté de toute Sénégalaise, celui en vue duquel elle sacrifie ses biens en cadeau à sa belle famille. Et tout, pis encore, outre les biens, elle s'ampute de sa personnalité, de sa dignité, devenant une chose au service de l'homme qui l'épouse, du grand-père, de la grand-mère, du père, de la mère, du frère, de la sœur, de l'oncle, de la tante, des cousins, des cousines, des amis de cet homme. Sa conduite est conditionnée. Une belle-sœur n'étouche pas la tête d'une épouse qui a été avare, infidèle ou inhospitalière. Nous avons été méritantes et c'est le cœur de nos louanges chanté à tue-tête. Notre patience à toute épreuve, la largesse de notre cœur, la fréquence de nos cadeaux trouvent leur justification et leur récompense en ce jour. Nos belles-sœurs traitent avec la même égalité 35 ans de vie conjugale. Elles célèbrent avec la même aisance et les mêmes mots 12 et 3 maternités. J'enregistre, courroucée, cette volonté de nivellement qui réjouit la nouvelle belle-mère de Modou. Après s'être lavé les mains dans l'eau d'une bassine placée à l'entrée de la maison, les hommes revenus du cimetière défilent devant la famille groupée autour de nous, les veuves. Ils présentent leurs condoléances ponctuées de louanges à l'adresse du disparu. Modou, ami de jeunes et des vieux. Modou, cœur de lion, défenseur de l'opprimé. Modou, aussi à l'aise dans un costume que dans un caftan. Modou, bon frère, bon mari, bon musulman, que Dieu lui pardonne, qu'il regrette son séjour terrestre face à sa félicité céleste, que la terre lui soit légère. Ils sont là, compagnons de jeu de son enfance, autour du ballon rond ou à la chasse aux oiseaux, avec les lance-pierres. Ils sont là, compagnons d'études. Ils sont là, compagnons des luttes syndicales. Les Sigindigalais se succèdent, poignants, tandis que des mains expertes distribuent à l'assistance biscuits, bonbons, colas judicieusement mêlés, premières offrandes vers les cieux pour le repos de l'âme du disparu. Le 3e jour, mêmes allées et venues d'amis,
de parents, de pauvres, d'inconnus. Le nom du défunt, populaire, a mobilisé une foule bourdonnante, accueillie dans ma maison dépouillée de tout ce qui peut être volé, de tout ce qui peut être détérioré. Des nattes de tout genre s'étalent partout où elles trouvent place. Des chaises en fer, louées pour la circonstance, bleuissent au soleil. Et monte, réconfortante la lecture du Coran. Paroles divines, recommandations célestes, impressionnantes promesses de châtiment ou de délices, exhortation au bien, mise en garde contre le mal, exaltation de l'humilité, de la foi. Des frissons me parcourent, mes larmes coulent et ma voix s'ajoute faiblement au « Amen » fervent qui mobilise l'ardeur de la foule, à la chute de chaque verset. L'odeur du lach qui tiédit dans des calebasses flotte excitante. Et défilent aussi les grandes cuvettes de riz rouge ou blanc, cuisinées sur place ou dans les maisons avoisinantes. Dans des verres en plastique, on sert jus de fruits, eau et lait caillé glacé. Le groupe des hommes mange, silencieux. Peut-être ont-ils en mémoire le corps raide, ficelé, descendu par leurs soins dans un trou béant vite refermé. Chez les femmes, que de bruit. Rires sonores, paroles hautes, tapes des mains, stridentes exclamations. Des amis, qui ne s'étaient pas vus depuis longtemps, s'étreignent bruyamment. Les unes parlent du dernier tissu paru sur le marché. D'autres indiquent la provenance de leur pagne tissée. On se transmet le dernier potin, et l'on s'esclaffe, et l'on roule les yeux, et l'on admire le boubou de sa voisine, sa façon originale de noircir ce mince et ses spiézoénés, en y traçant des figures géométriques. De temps en temps, une voix virile excédée met en garde redéfinit le rassemblement. Cérémonie pour la rédemption d'une âme. La voix est vite oubliée et le brouhaha revient, s'amplifiant. Le soir vient la phase la plus déroutante de cette cérémonie du 3e jour. Plus de monde, davantage de bousculades pour mieux voir, mieux entendre. Des groupes se constituent par affinité, par lien de sang, par quartier, par corporation. Chaque groupe exhibe sa participation aux frais. Jadis, cette aide se donnait en nature. Mil, bétail, farine, huile, sucre, lait. Aujourd'hui, elle s'exprime ostensiblement en billets de banque et personne ne veut donner moins que l'autre. Troublante extériorisation du sentiment intérieur inévaluable, évalué en francs. Et je pense encore combien de morts auraient pu survivre-y avant d'organiser ses funérailles en festin. Le parent ou l'ami avait acheté l'ordonnance salvatrice ou payé l'hospitalisation. Les recettes sont inscrites minutieusement. C'est une dette à payer dans des circonstances identiques. Les parents de Modou ouvrent un cahier. Dame belle-mère de Modou et sa fille ont un carnet. Fatim, ma petite sœur, inscrit soigneusement la liste de mes entrées sur un bloc-notes. Issue d'une grande famille de cette ville, ayant des connaissances dans toutes les couches sociales, institutrice ayant des rapports aimables avec les parents d'élèves, compagne de Modou depuis 30 ans, je reçois les sommes les plus fortes et de nombreuses enveloppes. L'intérêt que l'on me porte me grandit aux yeux d'autrui et c'est au tour de Dame Belle-Mère d'être courroucée. Nouvellement entrée dans la bourgeoisie citadine par le mariage de sa fille, elle récolte aussi des billets. Quant à son enfant, muette, hagarde, elle demeure étrangère au milieu qui l'environne. Les interpellations de nos belles-sœurs la sortent de sa torpeur. Elle rentre en scène après s'être consultée. Elles ont cotisé l'exorbitante somme de 200 000 francs pour nous habiller. Hier, elles nous ont offert de l'excellent tiakri pour étancher notre soif. La griotte de la famille Fall est fière de son rôle de liaison transmis de mère en fille. 100 000 francs, la branche paternelle. 100 000 francs, la branche maternelle. Elle compte les billets bleus ou roses un à un, les exhibe et conclut « J'ai beaucoup à dire sur vous, Fall, petits-enfants de Damel Madiodio, qui avez hérité d'un sang royal. Mais l'un de vous n'est plus. Aujourd'hui n'est pas un jour joyeux. Je pleure avec vous, Modou, que je qualifiais de sac de riz, car il me donnait fréquemment un sac de riz. Recevez donc les sommes, vous les dignes veuves d'un homme digne. Chaque veuve doit doubler sa part, comme sera doublée l'offrande des petits-fils de Modou, représentés par la progéniture de tous ses cousins et cousines. Notre belle famille emporte ainsi des liasses laborieusement complétées et nous laisse dans un dénuement total, nous qui aurons besoin de soutien matériel. Suit le défilé de vieux parents, de vieilles connaissances, de griots, de bijoutiers, de l'AOB au langage chantant.
Les au revoir énervent en se succédant à une cadence infernale, car ils ne sont pas simples ni gratuits. Ils requièrent, selon la qualité du partant, tantôt une pièce, tantôt un billet de banque. La maison se vide peu à peu. Relents de sueur et d'aliments se mêlent en effluves désagréables, écœurants. Des taches rouges de cola crachées çà et là, mes carreaux, si laborieusement entretenus, noircis, taches de graisse au mur, balais de papier froissé. Quel bilan pour une journée! Mon horizon éclairci m'offre la vision d'une vieille femme. Qui est-elle? D'où vient-elle? Courbée, les pans de son boubou attachés au dos, elle vide dans un sac en plastique des restes de riz rouge. Son visage rayonnant dit l'agréable journée qu'elle vient de vivre. Elle veut n'apporter la preuve à sa famille résidant à Wakam, Tiaroy, Pikin, peut-être. Elle marmonne entre ses dents rouges de cola, quand, redressée, elle croise mon regard désapprobateur. Dame, la morte est aussi belle que le fut la vie. Il en sera de même, hélas, pour les 8e et 40e jours, qui verront se rattraper ceux qui ont su tardivement. Légère toilette qui laisse apparaître la sveltesse de la taille, la proéminence de la croupe, le soutien-gorge neuf ou acheté à la marchande de friperie, cure-dent calé à la bouche, châle blanc souffleuri, parfum lourd d'encens et de gongo, voix criarde, rire aigu. Et pourtant, l'on nous dit dans le Coran que le 3e jour, le mort enfle et emplit sa tombée. Pourtant, l'on nous dit que le 8e jour, il éclate. Et l'on nous dit aussi que le 40e jour, il est démantelé. Que signifient donc ces festins joyeux, établis institutions, qui accompagnent les prières pour la clémence de Dieu? Qui est-ce là par intérêt? Qui est-ce là pour étancher sa soif? Qui est là pour plaindre? Qui est là pour se souvenir? Ce soir, Binetou, ma co-épouse, rejoindra sa villa Sikap. Enfin, ouf, les visites de condoléances continuent. Malades, voyageurs ou simples retardataires et paresseux viennent accomplir ce qu'ils considèrent comme un devoir sacré. On peut manquer un baptême, jamais un deuil. Pièces et billets continuent d'affluer sur le vent solliciteur. Je vis seule dans une monotonie que ne coupent que les bains purificateurs et les changements de vêtements de deuil, tous les lundis et vendredis. J'espère bien remplir mes charges. Mon cœur s'accorde aux exigences religieuses. Nourrie dès l'enfance à leur source rigide, je crois que je ne faillirai pas. Les murs qui limitent mon horizon pendant 4 mois et 10 jours ne me gênent guère. J'ai en moi assez de souvenirs à ruminer. Et ce sont eux que je crains, car ils ont le goût de l'amertume. Puisse leur invocation ne rien souiller de l'état de pureté absolue où je dois évoluer. À demain. Merci d'avoir écouté cette première partie de Une si longue lettre de Mariam Abba sur Ma Voix, tes livres. J'espère que cette lecture vous a plu et vous a donné envie de poursuivre ce magnifique voyage littéraire. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et d'activer la cloche pour ne pas manquer la suite. Dites-moi en commentaire ce que vous avez ressenti à travers cette première partie. On se retrouve très bientôt pour la deuxième partie.